pas trop le genre mégalo qui s'auto-félicite. Non, j'aime pas trop ça. Autant je préfère le partager. Les moments de réussite, on n'apprend rien. Finalement, il y a plus de mauvais moments dans une carrière de sportif, même si on ne le voit pas, parce que c'est des choses dont on parle moins. C'est vrai qu'on est bon? Bon, merci beaucoup en tout cas d'accepter cette interview, c'est super sympa. Tu as pu rencontrer des gens un peu de tes fans, de tes supporters. C'est quoi la relation un peu que tu entretiens avec eux? C'est toujours une relation qui est un peu privilégiée et particulière. Nous, on est un sport où il n'y a pas une surmédiatisation, donc on n'est pas non plus trop dérangé. Et on a aussi l'avantage, je dis bien l'avantage, c'est de porter souvent un casque-masque, ce qui fait qu'on est peu facilement identifiable ou reconnaissable du grand public. Et ça alors, c'est quelque chose qui t'arrange ou pas? De ne pas être reconnu, d'être arrêté Ça a toujours un côté un peu pervers, mais ça a aussi des bons côtés. C'est-à-dire que le côté pervers, c'est que quand on dit mon nom, généralement, il peut être assez connu, Alexis Pinturo. Par contre, si on me voit, là, je vais être plus privé, on va moins facilement me reconnaître. Donc, ça peut être difficile pour certains sponsors, partenaires ou même des gens de manière générale, mais par contre, c'est un gros avantage pour la vie privée. Ouais. Mais toi, justement, ton nom est très commun, très connu du grand public quand même. Comment tu es accueilli quand tu reviens à Moutier, en Haute-Savoie ou à Courchevel? Là, on est plus dans un cadre un peu normal, particulier. Les gens me connaissent, me voient, ils ne sont pas surpris de me voir. Ils ont coutume à me voir. Et puis, c'est des gens avec qui je vais pouvoir parler assez facilement. On n'est aussi pas dans des grandes villes, donc il ne peut pas y avoir de système de foule. Non, c'est des gens qui respectent aussi la vie privée. On est souvent à la montagne, et donc dans des cadres où on est coutumier à me voir évoluer. Ouais. Mais tes plus grands supporters, ça reste quand même ta famille. Tu travailles avec eux. Pourquoi c'est important d'être bien entouré, d'avoir un entourage comme ça un peu solide, notamment dans ce milieu professionnel, quoi? En fait, il y a plusieurs choses. Dans le monde on va dire sport business, ça peut être rapidement difficile de trouver les bonnes personnes, des personnes de confiance. Quand on est avec sa famille, on sait que c'est des gens qui voudront notre bien. Quand on travaille avec des gens qui sont extérieurs, il y a aussi entre guillemets beaucoup de charlots. Beaucoup de gens qui promettent monts et merveilles, mais en réalité, il y a peu de fondements. Et donc, il faut savoir faire attention. C'est pas forcément toujours facile de se faire bien entourer. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais que 18-19 ans, donc j'étais très jeune. Après, avec le temps, oui, j'aurais pu faire les choses autrement. J'ai eu des contacts, mais finalement, ça fonctionnait bien comme ça fonctionnait. Et donc, on est resté dans ce modèle. Et finalement, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? Le talent, le travail? Ouais, dans le sport, il n'y a pas de triche, hein, donc le talent, le bien entendu, mais le travail aussi et surtout. Et puis après, le côté mental, le facteur psychologique de toujours croire en soi, de toujours continuer à travailler, donc l'abnégation. Et ça, c'est les trois facteurs, je dirais, qui sont prédominants. Et tu te souviens ou pas, quand tu étais en première ou en deuxième étoile, est-ce que tu étais déjà un petit peu au-dessus du lot, tu vois, dans ces premiers… Pas spécialement. Quand j'étais jeune, j'aimais le sport de manière générale. Après, dans le ski, je dirais que j'étais dans la moyenne et puis c'est venu avec le temps. C'est vraiment venu avec le temps où j'ai commencé à devenir performant et parmi les tout meilleurs. Tu te souviens ou pas de cette période-là, quand tu étais un peu à ton apogée sportif, quoi? L'apogée sportive, je dirais qu'elle est arrivée moi plus tard, hein, c'est dans ma carrière de professionnel. Mais par contre, oui, il y a des années qui ont été un peu charnières. Je dirais plus ça, ou des déclics. En 2009, je suis champion du monde junior et c'est certainement, du coup, j'ai 18 ans. Et c'est à ce moment-là où j'accède tout doucement, mais en même temps rapidement, je dis tout doucement, mais rapidement plutôt, au circuit de la Coupe du Monde. Et le circuit de la Coupe du Monde, j'ai tout de suite performé. Donc en l'espace de 3 ans, je suis passé du circuit national au circuit mondial et en ayant des résultats au plus haut niveau du circuit mondial. Donc en faisant des podiums, en commençant à aller chercher des médailles quelques années après, etc. Bah justement, quand tu débutes, tu n'as pas forcément de sponsors au début, j'imagine. Aujourd'hui, tu as de la chance d'être suivi par beaucoup de sponsors. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de sportifs. Mine de rien, c'est pas facile d'en trouver. Est-ce que toi, ça te préoccupait un peu à cette époque? Tu te posais ces questions-là ou pas? Pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. J'avais la chance d'être jeune. Quand j'ai commencé à performer, j'étais pas non plus dans l'état d'esprit de se dire il faut que je gagne ma vie, j'ai 23 ans, je n'ai pas de diplôme, je vis seul, enfin je suis dans mon appartement, je vis plus chez papa, maman.
Et donc, il faut que j'ai des revenus d'argent. Là j'étais dans une autre configuration. J'avais 18 ans, je commençais à faire des premiers résultats et à même pas 20 ans, je fais mon premier podium en Coupe du Monde. Ce qui fait que j'ai déjà des grosses sources de revenus à ce moment-là, en prime de course notamment. Et puis après, quand on est jeune et performant, on attire rapidement des sponsors. Ce qui fait que ça n'a jamais été une question angoissante, au point de se dire j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'ai absolument besoin de partenaires. C'est surtout venu par mes résultats et ils sont venus assez rapidement et naturellement, les sponsors du coup. Ça, mais donc, du coup, tu as quand même des primes de course, mais les sponsors, je veux dire, c'est chose de stable, quoi. C'est ce qui te permet en fait de vivre, non? Bien entendu, la partie prime de course, c'est ce qui est très fluctuant. Quand on a des bons résultats, on gagne très bien nos vies, c'est un peu comme gagner au casino, on gagne le gros lot, mais par contre on n'a pas de revenus fixes dans ces moments-là et c'est les sponsors qui vont nous l'apporter. Par contre, on n'est pas salariés nous, on n'a pas tous les mois une source de revenus, on a des montants qui peuvent être des montants fixes liés à nos partenaires, à nos sponsors, mais sinon, autrement, c'est très fluctuant en fonction de la performance et des résultats qu'on amène. Voilà, c'est ça, oui, donc c'est important quoi, les sponsors. Et puis, tu es devenu, il y a 1 an et demi, le premier Français à soulever le gros globe de cristal, 24 saisons après Luc Alphand. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as fait, quand tu as franchi la ligne de course? Que c'était un rêve que je touchais du doigt. En fait, c'était moi mon objectif de carrière. Quand j'ai vu très jeune que j'arrivais à être polyvalent, performant donc dans plusieurs disciplines, je me suis rapidement dit ça peut être un objectif qui peut être pertinent dans ma carrière. Donc ensuite j'ai travaillé, j'ai vraiment persévéré pour aller le chercher. Et donc de le toucher du doigt, ça a été une grosse forme d'accomplissement et de plénitude. Et là il est rangé où du coup? Il est rangé à l'hôtel de famille. Mon grand-père a construit un hôtel à Courchevel et qui est resté dans la famille. Aujourd'hui c'est ma sœur qui s'en occupe et du coup il est à la réception de l'hôtel en question. Bien gardé. Bien gardé, mis en évidence parce que le but c'est de pouvoir partager avec les clients qui viennent ou même les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'il y a aussi pas mal de mes trophées qui sont là-bas. Donc le but c'est d'en partager. Je suis pas trop le genre mégalo qui aime ça avoir chez lui et qui s'auto-félicite. Non, j'aime pas trop ça. Autant je préfère le partager et faire vivre un peu ce côté historique de ce que j'ai pu accomplir. Est-ce qu'elles tiennent les 34 Coupes du Monde aussi à l'hôtel, à la réception? Non, elles ne tiennent pas toutes. Surtout qu'il y a aussi 75 podiums. Donc après, on a fait on a priorisé, on a mis les victoires, on a mis les globes. Donc les globes, c'est les classements par discipline et les médailles. Et après pour le reste, il faudra voir où on le met. Est-ce que justement, parmi ces victoires en Coupe du Monde, il y en a une qui a une saveur particulière peut-être? Tu dis ouais. Il y en a une en tout cas qui n'a peut-être pas une saveur particulière mais qui a été lourde de sens. C'est-à-dire qu'il y a une victoire qui m'a apporté énormément de choses. C'est la victoire donc en 2021 quand je gagne le Gros Globe. Cette victoire-là m'a permis de gagner la course bien entendu, mais de m'apporter le petit globe de la spécialité du géant, donc le classement général du géant donc sur l'année, et le classement général de l'ensemble des disciplines, le Gros Globe. Et donc c'est cette victoire qui a été lourde de sens et qui m'a apporté énormément de choses autour. Oui, complètement. Mais donc du coup, grâce à tous ces titres, tu as un peu une posture de favori, mais comment tu le gères un peu, tu vois, ce statut-là? Je dirais que ça vient avec le temps, en fait, ça s'entraîne. C'est pas facile au début, dans le sens où on est tout de suite mis sur le devant de la scène, on a l'impression qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps, il y a beaucoup d'informations qu'on n'est pas encore en mesure de gérer d'une certaine manière. Et ça vient avec le temps. Il faut l'assimiler, digérer d'abord une première partie, que ce soit la reconnaissance médiatique, ou alors la deuxième partie qui est la reconnaissance de la fédération aussi d'une certaine manière, parce que la fédération attend ensuite des résultats, même si ce n'est pas expressément dit, on le ressent. Ce qui fait que du coup il faut assimiler tout ça, ça prend un certain temps, et avec le temps et l'expérience derrière, les choses deviennent plus faciles. Là, l'été, c'est la période où tu vas commencer à bien charbonner là, au niveau de l'entraînement, physiquement. Mais quelle place occupe un peu le mental, tu vois, dans cette préparation aux échéances? Le mental est extrêmement important. Moi, je le travaille surtout en pointillé. C'est-à-dire que, pourquoi je dis pointillé, c'est si je sens que j'ai besoin de quelque chose, il y a quelque chose qui me manque, je vais aller travailler avec quelqu'un pour l'assimiler. Une fois que je l'ai assimilé et que j'ai cette compétence que j'ai acquise du coup,
souvent, je vais me détacher de cette personne et puis je vais continuer à travailler pendant quelques années jusqu'au moment où je vais peut-être revoir une nouvelle facette qui va être limitante pour à nouveau la travailler et l'assimiler. T'as un exemple ou pas de compétences que tu as pu acquérir? Par exemple, travailler sur un événement bien précis, style les championnats du monde, les Jeux olympiques, savoir prioriser ces objectifs et mettre les autres de côté. Donc quand on met certains de côté, ça veut dire moins de résultats. Donc c'est accepter le fait qu'il y ait moins de résultats pour en même temps l'objectif plus grand qui est derrière, qui est les Jeux olympiques ou les championnats du monde. Parce que là on va aller chercher l'or ou une médaille et donc du coup on se met en condition. Donc c'est savoir travailler vis-à-vis de tout ça. Et ça c'est des choses qui s'apprennent. Certains l'apprennent naturellement, c'est-à-dire on l'a en nous, on sait le faire ou alors on l'a appris par expérience. Il y en a d'autres par contre qui doivent se faire aider et donc il faut identifier ces sujets-là. Mais non, mais le mental c'est super important. Mais par exemple en compétition, chaque dixième peut compter, peut te couper, te coûter une place quoi. Comment vous vous préparez un peu à affronter cette pression et puis même les désillusions qu'il peut y avoir? Je perds un dixième, tu peux être effondré. Comment tu gères cette période-là? C'est avec l'habitude, l'habitude ou l'expérience à nouveau. En gros, ça vient avec le temps. Il y a toujours des bons et des mauvais moments, mais finalement il y a plus de mauvais moments dans une carrière de sportif, même si on ne le voit pas. Parce que c'est des choses dont on parle moins, mais il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Donc il y a plus de sources d'apprentissage que de moments d'émulation où on profite de la réussite. Et finalement, les moments de réussite, on n'apprend rien. C'est une consécration, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre tous les ingrédients dans notre saladier, mais on n'apprend rien. Alors que c'est dans les moments de défaite où là, on va se remettre en question, on va se dire ça, je l'ai bien fait, ça, je ne l'ai pas bien fait. Ou en tout cas la remise en question est plus naturelle. Ok. Et c'est quoi la sensation quand on a un sportif de haut niveau comme toi et qu'on arrive deuxième à une course? Il y a toujours une partie de frustration d'une certaine manière parce qu'on a envie d'aller chercher la victoire. Après, il faut aussi admettre que potentiellement l'adversaire puisse être meilleur. Il peut être plus fort ce jour-là, il peut avoir mieux dormi, il peut avoir mieux mangé, il peut avoir s'être mieux préparé, il peut avoir un meilleur matériel sur ce style de conditions. En fait, c'est multifactoriel. Il peut y avoir un facteur chance aussi, bien entendu, qui rentre en compte. Mais oui, il faut aussi accepter. Le sport est toujours une confrontation avec les autres. Et parfois, les autres peuvent être meilleurs et il faut l'accepter. Et par contre, c'est sur le long terme qu'il faut trouver des solutions pour, sur le long terme, être meilleur que les autres. Est-ce que tu penses qu'on apprend autant d'une victoire que d'une défaite? Par moment, oui, mais il faut savoir vraiment prendre le temps d'analyser les victoires, ce qu'on fait finalement rarement. Souvent, une victoire, on va l'analyser, mais pas autant, on ne va pas aller aussi loin au fond des choses, on ne va pas autant se questionner soi-même que quand on subit un revers ou une défaite. Oui, d'accord, ouais, mais c'est important de travailler là-dessus. Mais est-ce que l'entraînement, il se fait surtout l'été pendant vos disciplines, mais comment tu arrives un peu à trouver un équilibre perso parce que du coup tu as une vie de famille. Est-ce que c'est pas trop dur à gérer ça et c'est pas contraignant par moment? Alors c'est un mix à trouver, ouais. Il faut, quand on a son propre entraîneur, son entraînement et que du coup il est calé pour soi, c'est plus facile. Quand on est dans un groupe, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les fédérations, on travaille en groupe, on fait les choses en groupe, notamment dans le ski alpin. Là, ça peut être plus compliqué parce qu'on a moins la maîtrise de son calendrier, des choses qu'on fait, comment on peut les caler. Alors que moi aujourd'hui, je m'entraîne seul, j'ai mon entraîneur, j'ai ma structure autour de moi, ce qui fait que si j'ai un interview à faire, il est plus facile d'allier mon calendrier à cette interview et de se dire je vais me lever un peu plus tôt, je vais faire ma journée d'entraînement et derrière je vais faire mon interview plutôt que quand on est dans un groupe. Et ça c'est extrêmement important. Après oui, bien entendu, il y a tout ce qui est vie de famille, il y a prendre soin aussi de son corps, donc du repos, il y a les journées avec les partenaires, il y a beaucoup d'autres choses bien entendu, mais la priorité c'est de maîtriser son calendrier et pour ça d'avoir une structure autour de soi, c'est un luxe pour ça. Du coup, c'est quoi là tes objectifs pour cette année 2023? Alors cette année 2023, c'est pas une année à Jeux championnats du monde ou Jeux olympiques. Les championnats du monde chez nous, c'est tous les 2 ans. Les Jeux, naturellement, c'est tous les 4 ans. Mais on a la saison classique de Coupe du Monde qui est toujours une saison au même titre que la MotoGP ou que la Formule 1,
qui sont des saisons extrêmement importantes dans notre sport, où il y a toujours les meilleurs qui sont présents à chaque compétition et qui sont toujours là au départ. Donc le niveau est toujours à son paroxysme, et ce qui fait que les classements sur les saisons sont extrêmement importants. Donc il y a la saison classique qui va être très importante, et moi l'objectif c'est que j'aimerais pour la fin de ma carrière aller de plus en plus sur la descente, qui est une discipline que je maîtrise moins. Moi je fais du slalom, du géant, du super G, et la quatrième c'est la descente. Tu peux expliquer c'est quoi du coup la descente? La descente c'est la discipline où on va le plus vite. C'est là où il y a très peu de virages, c'est très peu technique, on suit essentiellement le profil de la piste. En super G, il y a un peu plus de virages, mais on va aussi très vite. C'est-à-dire que la descente, on dépasse les 130 km/h, les 110 de moyenne. En super G, on est aux alentours des 90-95 de moyenne. Et après, on est sur les deux disciplines dites techniques, où là, il y a plus de virages, ça devient beaucoup plus technique. On va aussi beaucoup moins vite, mais par contre, c'est plus explosif. C'est des disciplines qui sont beaucoup plus explosives et où il y a une technique plus importante parce qu'il y a plus de virages. Donc avec le géant en premier et le slalom, où là, il y a encore plus de virages et les distances entre les portes sont amoindries. Donc pour symboliser, du slalom, géant, super G, descente, on part de la discipline qui a le plus de virages et le moins de distance entre les portes à la discipline où il y a le moins de virages et le plus de distance entre les portes avec le plus de vitesse aussi du coup. Et donc la descente, c'est là où je suis le moins spécialiste, mais c'est là où j'aimerais aller pour le futur parce que c'est la seule discipline où je n'ai pas encore gagné. Donc c'est un objectif que j'ai en tête pour la fin de ma carrière, de potentiellement aller dans cette discipline de plus en plus pour aller chercher une victoire là-dedans. Bah oui, carrément. J'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un skieur, tu vois, qui a un niveau normal, qui va en famille, mais tu vois, qui veut passer un cap, qui veut avoir un style? Un style? Ouais, non mais tu vois, qui veut avoir Ouais. Le petit conseil, tu vois, qui peut faire passer un cap. En fait, ce qui est difficile, c'est la pratique. Dans le sens où si on pratique une semaine par an, le ski peut être un peu frustrant parce qu'on va toujours avoir le sentiment à la fin de la semaine d'avoir bien progressé. Et quand on revient l'année d'après, on rattaque finalement là où on avait recommencé l'année précédente. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est assez frustrant. Moi, je dirais que le plus important, c'est presque d'arriver à se dégager du temps, ce qui n'est pas facile, mais se dégager du temps pour peut-être pas ce qui est qu'une semaine, mais peut-être deux, ce qui fait qu'on arrive mieux à progresser et surtout à entériner la progression qu'on a pu avoir. Donc on voit vraiment une évolution. Alors que, et du coup, ce serait moins frustrant et ce serait davantage satisfaisant. Après, le plus important, c'est de surtout jamais avoir l'excès de confiance. Après, le style est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a tous une manière de marcher, on a tous une manière de manger, on a tous une manière de parler. Et ça, c'est notre style. C'est ce qui nous caractérise. Donc le ski, le style, c'est un peu la même chose. Il vient naturellement. Et il vient naturellement en pratiquant. Donc du coup, je dirais que le plus important, c'est d'essayer de skier un peu plus, au moins 2 semaines tous les ans. Et surtout, la deuxième chose, c'est éviter les excès de confiance qui nous font redescendre généralement d'1 ou 2 étages. Donc, ça veut dire quoi avec cette confiance? Avec cette confiance, on se sent à l'aise, on a l'impression qu'on commence à maîtriser. Et tout de suite, on va se dire, on va aller faire une noire et puis on prend davantage de vitesse. Et au moment, on se met une énorme gamelle. Et quand on se met une énorme boîte, et forcément derrière, on rétropédale parce qu'on a un peu plus d'appréhension, on a un peu plus d'anxiété et ce qui fait qu'on a peut-être eu le sentiment de vite progresser, mais on est aussi vite redescendu. Et donc, il faut faire attention à ça. Ouais. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi.